Jean-Luc Mélenchon est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? J'entends un peu de bruit, mais c'est pas grave. Jean-Luc Mélenchon. Alors, Nicolas Sarkozy sur écoute. Regardez mes yeux. Oui, bon, c'est vrai qu'il fait beau. Oui, mais les pollens sont de retour. Ça, c'est une actualité. Vous voulez qu'on parle du pollen Non, pendant je vous en 22 minutes? Je vous en prie. Mais, oui, parce que nous qui vivons en ville, entre les pics de pollution et le retour du pollen, j'aime mieux vous dire qu'en ce moment, on va commencer à parler d'écologie, tiens, parce que vous dites attention, vous voulez lancer un appel, alerte. On en parlera. Gardons ça. Mon tour. Et dites-moi, Nicolas Sarkozy, placé sur écoute, son avocat placé sur écoute, est-ce que la justice est instrumentalisée contre Nicolas Sarkozy par le pouvoir en place ou pas? Moi, je ne sais pas le dire, je n'en sais rien, mais a priori, on fait tous, je pense que tous les responsables, on doit avoir la même attitude, qui est de dire, on fait confiance aux juges, ils font leur travail, on n'a pas à leur peser sur les épaules en donnant des consignes, en faisant des appréciations. Bon, je suppose qu'il y a des avocats, ils sont plus... Mais quand les avocats disent atteinte grave et répétée au secret professionnel... Ah ben ça fait un moment que ça dure. Dans ce pays, le secret de l'instruction, c'est un vieux souvenir, une aimable marotte. Mais maintenant, alors ça sort dans des conditions affreuses, parce que tous ceux qui en sont victimes ne peuvent pas se défendre, puisqu'ils ne savent pas précisément de quoi ils sont accusés. Je pense que c'est un moment nouveau dans la vie des institutions des pays démocratiques. C'est une affaire politique ou pas, selon vous? Est-ce qu'on est en train de tout faire pour empêcher le retour de Nicolas Sarkozy? Je vous pose clairement la question. C'est à moi qui devrais vous poser clairement la question, qui est on. Je ne sais pas qui. Je vais vous dire une bonne chose. Je ne sais rien de tout ça. Je vois pas qui à gauche a intérêt à empêcher Nicolas Sarkozy de revenir. Personne. Donc s'il y a un problème avec Nicolas Sarkozy, il est forcément à droite. Et c'est vrai que dans le passé, on a souvent vu la droite régler ses comptes à coups de dénonciation, à coups de boules puantes. Mais quand les juges écoutent les avocats, est-ce que ce n'est pas dangereux pour la démocratie, franchement? Sans doute, les avocats vont le dire, leurs associations vont le dire. C'est ce qu'ils disent. En effet, c'est un problème. Jusqu'à présent, on n'écoutait pas les avocats. Vous êtes très prudent, là. Je fais attention, bien sûr, parce que moi, j'aime pas... J'ai trop vu d'affaires où on se faisait manipuler par des annonces spectaculaires, des débats. Quand il s'agit de la justice, il faut faire attention. Si on commence à fausser tous les instruments de vie collective, en les soupçonnant tous d'être pourris, on crée une situation à laquelle je m'attends, parce que c'est ça la pente générale des événements dans notre pays. Mais moi, j'ai pas l'intention de contribuer à ça. Je l'observerai et j'en tirerai parti. Et l'affaire Buisson, vous avez vu ça aussi? C'est étrange, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est étrange, quoi. Moi, je sais pas, ils se réunissent, il y en a un qui enregistre tous les autres. Il y a un truc à droite avec les enregistrements. Il y avait la femme Bettencourt, déjà, qui se faisait espionner par son loufia. Et monsieur Sarkozy, pareil. Tout ça est un peu étonnant. Mais en même temps, on voit bien le fond de l'affaire. La superstructure politique de notre pays est entrée en décomposition. C'est-à-dire que du côté de la gauche gouvernementale, ce ne sont pas naturellement des problèmes de ce type, mais le déboussolage est là, et l'explosion idéologique est totale, et du côté de la droite, c'est l'éparpillement. Alors, cette fois-ci, pour de bon, d'habitude, je n'aime pas qu'on utilise ce procédé, parce que je le trouve un peu facile, mais je crois que la crise de la droite est un aliment extraordinaire pour l'extrême droite, ça oui. Ça c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir Madame Le Pen prendre la tête de la droite. C'est pas vous qui avez parlé de boule puante, non? Vous avez parlé de ça, non? À l'instant. Oui, à l'instant, oui. Pourquoi vous, boules puantes qui viennent? Elles viennent d'où? On ne sait pas d'où elles viennent. Je ne sais pas plus que vous, la place des... Mais vous mettez... Je vous dis juste une indication pour essayer de trouver. Je vous dis, c'est pas l'intérêt de la gauche. Je vois pas très bien ce qui pourrait nous motiver à empêcher M. Sarkozy de revenir. Pas de la gauche, quoi. Écoutez, vous voyez bien, la campagne elle est faite s'il revient. Tous pourris, vous l'entendez? Tous pourris. Ils sont tous pourris. Vous l'entendez, ça? Oui, beaucoup. Et alors? Qu'est-ce que vous dites? À quoi? À ceux qui vous disent ça. Vous êtes tous pourris? Vous êtes tous les mêmes? J'explique que c'est pas juste, parce que ça nécessite quand même un examen plus approfondi. Mais comment voulez-vous que les gens ne pensent pas ça, monsieur? Comment voulez-vous qu'ils ne le pensent pas? Ils ont voté aux élections présidentielles, ils ont finalement choisi entre deux hommes et deux lignes politiques, et à la sortie, on se retrouve avec la même chose qu'avant, en pire.
notamment pour les retraites, c'est pire. Ils ont voté pour du mieux social, c'est pire. Ils ont voté contre le chômage, c'est encore pire. Donc vous comprenez que les gens ils finissent par se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis Monsieur Bourdin, je vais vous dire, les gens ont surtout l'impression qu'on ne comprend rien à ce qu'ils vivent. Parce que en ce moment, vous êtes au royaume des coupures d'eau, vous savez ce que c'est que d'avoir l'eau coupée? 120 000 par an. Des coupures d'électricité, 300 000 par an. Et ainsi de suite. Et il n'y a pas de crèche, et il n'y a pas de ceci, et il n'y a pas de prof pour remplacer celui qui est parti. N'exagérons pas quand même. Alors, voilà. Ça fonctionne, non? Eh ben, c'est ça. Donc, vous répondez aux gens qui vous disent tous pourris, ça fonctionne, tout va très bien, vous vous trompez. Je dis pas tout va très bien. Si, c'est ce que vous venez de dire. Non, je dis ça fonctionne. Mais dès que je vous explique ce qui ne va pas, vous répondez, non, vous exagérez. Donc, tout va très bien, c'est bien ce que je disais. Mais si, Monsieur Bourdin. Dans l'excès, Jean-Luc Mélenchon. On va parler du pacte de responsabilité. Non, laissez-moi finir. Vous tombez dans l'excès quand vous dites que tout va mal. Vous tombez dans l'excès. Je vous parle de ceux dont vous me parlez, vous, qui disent tous pourris. Tout le monde ne dit pas tous pourris. Mais beaucoup le disent. Peut-être bien. Donc pourquoi le disent-ils? On accepte de regarder en face, ou bien seulement on vient leur faire la morale? Alors dire non, vous n'avez pas le droit, c'est pas bien, vous êtes des Non. Donc on essaye de comprendre pourquoi ils disent ça. Et permettez-moi de vous dire qu'ils ont des bonnes raisons de dire ça. Alors on va entrer dans le détail. Remaniement, on va effacer cette question vite fait. Manuel Valls, le préféré des Français pour remplacer Jean-Marc Ayrault, ça serait utile, un changement de Premier ministre? Mais écoutez-moi, Monsieur Bourdin, il y a une confusion des genres. Je ne suis pas journaliste ni commentateur. Je suis acteur. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Moi, vous en moquez complètement. Je ne m'en moque pas, je suis comme vous, je m'y intéresse, mais ça n'est pas à moi de commenter. Moi, j'ai une proposition à faire. Le Front de gauche est prêt à gouverner ce pays avec une majorité qui est aujourd'hui assise sur les bancs de l'Assemblée nationale et qui, au lieu de défendre une politique économique de droite, qui est celle de François Hollande, pourrait défendre une politique économique de gauche, qui est celle que pourrait, par exemple, constituer le Front de gauche, les écologistes et les socialistes de gauche. Vous pourriez vous allier aux écologistes, là, aujourd'hui? Mais bien sûr que oui. Que de même qu'on pourrait parfaitement s'allier aux socialistes. C'est l'objectif que vous avez, parce que je vous vois vous rapprocher des écologistes. Alors, un peu partout. D'abord, il faut dire que notre parti s'est constitué, ça ne s'est pas vu parce que moi-même je ne viens pas de cette famille, mais c'est constitué sur des bases écologistes. Nous sommes aujourd'hui les gens du manifeste pour l'écosocialisme. Oui, c'est vrai, il y a une grande convergence, et en particulier sur les thèmes essentiels du renouvellement, de la transition énergétique, du renouvellement du modèle de consommation et de production. Oui, ça c'est vrai. Et puis après, il y a plus de 80 listes dans lesquelles nous sommes ensemble, les écologistes et le parti de gauche. Et je veux le préciser, dans beaucoup de cas, c'est-à-dire à peu près 45, avec les communistes. Donc on voit bien que l'objectif que j'avais, qui était de dessiner une majorité de gauche alternative, eh bien il y a un certain nombre de villes où il se présente. Et j'ajoute que ce pourrait être une stratégie victorieuse, par exemple, à Grenoble, où, comme vous le savez, la liste qui est conduite par un membre d'Europe Écologie Les Verts, mais qui a pour numéro 2 une conseillère régionale, Elisa Martin, du PG, est à touche-touche avec les socialistes. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, vous êtes donc proche des écologistes, vous qui avez défendu le nucléaire, quand même un temps dans votre vie, franchement... Alors, je ne sais pas pourquoi vous faites cette remarque. Vous n'avez jamais défendu le nucléaire? Oui, bien sûr, mais vous savez, j'ai également cru au Père Noël. Attendez, Monsieur Bourdin, je voudrais vous dire quelque chose. Jusqu'à l'âge de 5 ans, j'ai cru au Père Noël. D'accord, mais enfin, ça n'a rien à voir. Sur le nucléaire, ça n'a rien à voir, c'est presque aussi bête. Vous êtes en train de... Mais parce que C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Mais monsieur... Oui, bien sûr, c'est vrai. Oui, Monsieur Bourdin, c'est vrai. Alors, non. Fermeture de Fessenheim ou pas? Attendez, mais Monsieur Bourdin, une seconde, quoi. Alors, allez-y. C'est une interview ou une convocation au commissariat, là? Allez-y. Bon, alors écoutez-moi. J'ai, comme beaucoup de gens dans ce pays, cru que c'était la solution, le nucléaire. Et j'admire et je salue ceux qui ont réussi à mettre en moins de 10 ans en place cette filière, parce que nous pensions tous que c'était le bien. Est arrivé l'accident de Tchernobyl, et vous avez à partir de là 2 catégories de gens. Ceux qui s'obstinent à ne pas voir la réalité, qui ne veulent pas la voir, qui pensent qu'en effet, le nuage atomique a fait le tour de la France, et puis ceux qui se sont dit, bon sang, il y a un problème, qu'est-ce que je suis en train de faire si je continue à approuver un mode de production d'énergie qui, bien sûr, est sûr, 99,9% du temps. Mais le 0,1 où il y a l'accident, alors c'est une catastrophe qui dépasse en ampleur toutes celles qu'on a connues. Voilà comment alors, je suis devenu... Attention à Blaye.
Alors oui, notamment la centrale de Blaye. C'est l'alerte que vous vouliez oui, je voudrais faire remarquer à tout le monde. Je voudrais faire dire, regardez bien, attention à ce qui se passe avec la centrale de Blaye. Je ne veux pas affoler. Nous avons eu Fukushima, c'est une centrale nucléaire dont on va célébrer fort tristement le 3e anniversaire de l'explosion. Bien, pas de l'explosion. Qu'est-ce que je viens de dire? Je croise les doigts. Tremblement de terre, voilà, du tsunami. raz-de-marée, tsunami. Voilà, Monsieur Bourdin, vous touchez juste, c'est la conjonction entre un phénomène naturel, le tsunami, et une implantation nucléaire mal pensée qui a provoqué l'accident. Or, la centrale de Blaye se trouve être dans un endroit qui est exposé, qui est directement à côté de Bordeaux. Vous savez qu'en France, on a cette spécialité. On a Nogent au-dessus de Paris et Blaye au-dessus de Bordeaux. Eh bien, lorsque se conjugue un mauvais placement, parce qu'elle est quand même près du littoral. Mais à l'époque, les gens qui l'ont installée ne savaient pas que le littoral se ferait grignoter par les tempêtes du fait des autres constructions. Si bien que quand vous additionnez à un moment où il y a des grands creux, parce que c'est forte marée, tempête, etc. Et on a connu des creux jusqu'à 7 mètres là-bas, et que vous additionnez un vent très violent, on a connu jusqu'à 140 km/h, lorsque les deux se conjuguent, le danger est extrême, que l'eau passe par-dessus la digue, et que la centrale soit immédiatement... La digue. Alors on a rehaussé la digue, et il y a une grande discussion pour savoir si c'est suffisant, s'il faut faire autrement. Ce que je veux dire, ce n'est pas pour affoler. Il faut la fermer alors? C'est pour dire, nous devons réfléchir. Mais il faut fermer toutes les centrales nucléaires du pays. Il faut les fermer. Ce matin, vous dites, il faut fermer toutes les centrales nucléaires du pays. Bien sûr, mais comme Fessenheim, la première. Écoutez-moi. Et ensuite les autres. Blaye et les autres. Voilà. Pourquoi faut-il le faire et comment faut-il le faire? Il faut passer à un autre mode de production d'énergie, en parvenir à la bougie. Et on ne fermera pas les centrales en 48 heures. Non. Il nous faudra 20 ans pour y arriver. Celle qu'on a commencé à démonter, on n'a toujours pas fini parce qu'on ne sait pas le faire. Il va donc peut-être falloir la confiner. Donc, nous devons aborder positivement cette question, pas avec la peur pour les uns de retourner à la bougie et les autres que tout va sauter tous les 5 minutes. Mais nous devons changer de mode de production. Parce que de l'énergie. Pourquoi, Monsieur Bourdin? Parce que ne rien faire, comme est en train de le faire François Hollande, c'est décider. Les 80% des centrales nucléaires auront 40 ans d'existence en 2017 à la fin de son mandat. Donc si on ne fait rien maintenant, on ne décide rien, ça veut dire qu'on va être obligé de prolonger leur existence et donc de commencer à entrer dans une zone qui va être plus préoccupante qu'aujourd'hui. Il y a quand même un grand nombre de réacteurs en France. Je ne veux pas affoler, mais je veux sensibiliser, dire les ingénieurs français, les techniciens, femmes et hommes, sont capables de nous mettre en place un tout autre modèle de production d'énergie. Ce n'est pas difficile. Jean-Luc Mélenchon, la géothermie, les mouvements des marées devraient vous rejoindre et quitter le gouvernement, si je vous entends bien. Hein. Moi, je ne leur demande pas de me rejoindre. Je vais même vous dire mieux, Monsieur Bourdin, qu'ils prennent la tête de l'opposition de gauche et nous les aiderons. Qu'ils prennent la tête. Parce que, voyez-vous, Monsieur Bourdin, vous m'avez posé une question au départ. Vous me dites, vous espérez que... Non, Monsieur Bourdin, je suis sûr. Je suis certain que les écologistes vont sortir du gouvernement. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand. Mais quand ils seront en dehors du gouvernement, alors ce ne seront plus les mêmes qu'avant. Ils voudront conquérir une majorité politique dans le pays. Et à ce moment-là, ils n'auront qu'un seul allié possible, le Front de gauche. Voilà comment la grande conjonction de l'opposition de gauche va se construire dans notre pays. Et donc, vous aurez bientôt, un jour ou l'autre, une autre possibilité que de voter pour ces pitoyables socialistes et leur politique économique de droite. Et leur pacte de responsabilité, avec cet accord trouvé entre le MEDEF d'un côté et 3 syndicats de l'autre. Vous croyez à la création d'emplois, branche par branche? Est-ce que vous croyez aux 50 milliards d'euros d'économie que l'État doit faire en 3 ans? Je préfère en sourire, mais je vais rester sur quelque chose de simple. C'est un marché de dupes. D'un côté, on donne de l'argent, de l'autre, on donne des paroles. L'État va donner de l'argent, le nôtre, je vous signale, c'est de l'argent des impôts, c'est des coupes dans la dépense publique, et de l'autre côté, des gens disent, Monsieur Gattaz, lui au moins, est clair, c'est Monsieur Hollande qui essaye d'enfumer l'affaire. Gattaz a dit, écoutez-moi bien, c'est une horreur, j'en revenais pas en le lisant. Il dit, mais moi je voulais pas qu'on me contrôle, et puis les contreparties, et qu'on me demande sans arrêt ce que nous allons faire de l'argent et des marges qui ont été dégagées, n'est-ce pas? Donc on va lui donner au total 30 milliards, mais ce qui l'ennuie, c'est qu'on lui demande ce qu'il compte en faire. Et écoutez bien ça, c'est là qu'est l'horreur. Il a dit, les entreprises sont libres d'en faire ce qu'elles veulent, c'est-à-dire investir, ce qu'ils ne font pas, je parle des très grandes entreprises, ou même distribuer des dividendes. Voilà ce qu'il a dit. Autrement dit, l'argent des impôts qui vont être donnés à ces grands patrons du CAC 40 peut être utilisé pour qu'ils se le distribuent entre eux aux actionnaires. Mais on n'a jamais vu une chose pareille dans ce pays. Même la droite, dans le passé, n'osait pas le faire. Et cette chose incroyable aura lieu sous un gouvernement dirigé par Monsieur François Hollande, Harlem Désir et tous les autres solfériniens. C'est une chose incroyable. Alors maintenant, laissez-moi vous dire que si par hasard ils arrivaient à créer les emplois dont ils parlent...
ne me frappez pas. Quand je même, vous frappe pas, je vous touche. Vous êtes du Midi, vous. Oui, je suis vous du êtes Midi, de Montpellier. Oui, Eh bien, quand on se parle, on se touche. Oui, c'est vrai. Bon, alors. J'en viens à l'affaire. Oui, parce que je vais vous parler de Bouygues. Et après, tout le monde dit que je parle trop vite. Bien, mais regardez bien. Oui. Le Haut Conseil de la Sécu, excusez-moi, le nom m'échappe à cet instant, dit que cette mesure donnera 130 000 à 300 000 emplois. C'est déjà pas ce qu'a dit Monsieur Gattaz. Mais je prends le chiffre de ce monsieur, parce que Gattaz, lui, se moque de nous. Il dit qu'il va créer 1 million d'emplois en 5 ans. D'abord, c'est pas lui qui va les créer, et deuxièmement, c'est le mouvement mécanique de l'économie française. Mais si vous supposez que ce Haut Conseil, qui travaille sérieusement, parce qu'il faut les comptes, pour ce qui va rentrer dans la caisse de la sécurité sociale, ait raison, ça nous fait l'emploi à plus de 30 000 euros par an. Vous savez qu'un smicard, ça coûte 20 000 euros. Donc, si l'État avait recruté ces 300 000 personnes en catégorie C, parce que c'est ceux qui sont les plus mal payés dans ce pays, eh bien, on aurait les 300 000 emplois et on aurait du service public de plus. Là, on n'aura pas les 300 000 emplois et on aura du service public de moins parce que l'État va supprimer de l'argent. Et les mêmes vous disent, le même office vous dit, oui, mais tous les emplois qui vont être supprimés ou non renouvelés, eh bien, ceux-là, ils manqueront au développement de l'activité et à la croissance. Par conséquent, c'est une erreur économique totale et sur le plan politique, un contresens gigantesque de donner raison à M. Gattaz. Bouygues qui veut racheter SFR. Mais si, il faut. Bouygues qui veut racheter SFR et Montebourg qui soutient le groupe Bouygues. Bouygues qui dit, et Montebourg qui dit, 3 opérateurs, c'est mieux. C'est mieux, ça va profiter aux consommateurs et puis ça va permettre de ne pas supprimer d'emplois. Pourquoi? Parce que ça va donner plus de force à ces 3 opérateurs qui vont pouvoir investir dans la recherche et donc créer de l'emploi. Mais vous souriez à ce que je dis. Ah oui, moi je vous résume ce que dit Arnaud Montebourg. Oui, parfait. Ouais. Alors que répondez-vous? D'abord, je n'ai pas à répondre, il doit avoir ses bonnes raisons, mais je voudrais juste lui faire remarquer malicieusement que si 3 opérateurs c'est mieux que 4, peut-être que 2 c'est mieux que 3 et que 1 c'est mieux que 4. Par conséquent, on en reviendrait au monopole de départ. Je veux faire remarquer comment tous ces gens font la démonstration que la concurrence libre et non faussée, ce n'est pas la solution pour le développement économique. Voilà, monsieur, ce qu'il démontre. Alors après, que l'un rachète l'autre dans l'univers des gros, des moyens et des petits, c'est la jungle. Ça a été organisé pour ça. Et on pense qu'à la fin, ça sera un bienfait pour tout le monde. Résultat, il y a plus d'antennes sur tous les toits. Résultat, tous ces gens coûtent plus cher que le service public, puisqu'il faut intégrer dedans les frais de publicité et d'installation de réseaux parallèles. Voilà le résultat magnifique de la glorieuse économie de marché, de la liberté, de la concurrence. Ça ne sert à rien tout ça. Orange ferait bien un petit peu de se bouger et d'avancer davantage sur le terrain de compétences qui était le sien, et je n'ai pas le temps de m'étendre ce matin, mais notamment dans tous les domaines qui permettent l'articulation entre la communication téléphonique, l'Internet et la télévision. C'est là que l'ancien groupe public devrait faire ses preuves, et notamment dans la smart télévision avant qu'on soit dépassé par tout le monde. Bien, Jean-Luc Mélenchon, l'Ukraine, la Crimée, est-ce que le référendum organisé dimanche prochain en Crimée vous paraît illégal? Illégal, c'est un terme assez général, parce que par exemple, l'intervention américaine en Irak était considérée comme illégale par l'ONU, mais légitime, disait l'ONU. Bon, alors peut-être que c'est illégal, mais ça ne paraît pas totalement illégitime qu'une région de l'Ukraine, qui est russophone et qui a été russe pendant 3 siècles, se disent qu'il se passe des choses en Ukraine qui ne leur convient pas, notamment le fait que la langue russe, qui est parlée par 95% des gens, n'est plus langue officielle. Donc ces gens se sentent menacés, et la Russie en profite pour mettre son pion dans le jeu. Pour ma part, je suis contre le fait qu'on bouge les frontières en Europe. Et je mets en garde, je dis ce que l'expérience de l'histoire nous apprend. Ceux qui ont commencé à jouer au démembrement de la Yougoslavie, à la création de l'État fantoche du Kosovo, qui s'amusent un petit peu à remuer les doigts comme ça dans tous les conflits, commettent une erreur gigantesque. Et naturellement, que voit-on là? Vous avez toutes sortes d'aventuriers qui utilisent le mécontentement populaire. Les gens ont raison en Ukraine d'être en révolution. Et je vous annonce quelque chose, la révolution ukrainienne ne fait que commencer. Car le nouveau gouvernement, composé de membres de la droite et de néo-nazis, va opprimer les gens comme jamais ils ne l'auront été. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à leur réduire leur retraite par 2. Par conséquent, les gens qui sont allés en la rue... C'est-à-dire qu'on est allé soutenir ce nouveau pouvoir à Kiev aveuglément? Totalement. Nous, les Français, l'Union européenne, aveuglément. Ah oui.
de manière irresponsable, parce que c'est ce que j'étais en train de vous dire. La situation a échappé au contrôle des marionnettistes nord-américains qui veulent pousser la frontière de l'OTAN jusqu'au port de la Russie, ce qui est inacceptable, stupide, irresponsable et provocateur. Et de l'autre, ça c'est le côté nord-américain. De l'autre côté, les Allemands sont venus mettre, on les comprend, le tiers de leur pétrole arrive par là, le gaz arrive par là. Là-dedans, nous Français. Non, on oublie, on n'existe pas. Le président Hollande ne fait rien. Avec Bernard-Henri Lévy sur le perron de l'Élysée, c'est bien ça. Voilà. Recevant donc il est avec Bernard-Henri Lévy, il fait de... C'est une diplomatie parallèle, ça ? Je sais pas, mais enfin c'est la diplomatie des États-Unis, ça compte pas. Mais laissez-moi finir. Donc, d'un côté, vous avez des gens qui ont mis leurs doigts dans le potage, et puis pour soi-disant le mouvement était pro-européen. Enfin, vous voyez, des nazis pro-européens, c'est nouveau. Mais bon, pro-européen, nani nana. Et puis de l'autre côté, les Russes qui sont pas fous, qui ont aussi des intérêts à défendre et qui savent que la Crimée est russe. Elle a été rattachée en 1954, comme vous le savez. Bon, donc tous les aventuriers ont profité de la situation. Les aventuriers d'extrême droite pour se saisir du mouvement ukrainien, s'emparer et confisquer la révolution, et les Russes qui se sont dit « Ah bon, vous voulez jouer au mariole avec nous ? Ah bon, vous voulez vraiment nous menacer ? Ben très bien, on reprend la Crimée, parce que la Crimée, ce sont les ports de guerre contrôlent le passage du gaz et du pétrole qui vient en Europe. La géopolitique est première en politique, et maintenant il s'agit de l'apprendre. Ça sert à rien d'aller jeter de l'huile sur le feu en Ukraine et en Crimée. La France devrait être médiatrice et d'abord ouverte à la discussion avec les Russes, ce qui est notre histoire traditionnelle. Merci Jean-Luc Mélenchon. Il est 56.